Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est au Kenya depuis hier pour la 6e conférence nippo-africaine TICAD qui s'ouvre demain samedi, a reçu ce vendredi la visite de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta. Les conducteurs de taxis communaux de plus en plus indisciplinés dans la commune de Cocody et même dans plusieurs autres communes du district d'Abidjan. Ces conducteurs de taxis indélicats utilisent les trottoirs délaissant les voies qui leur sont réservées. Nous en parlons dans cette édition. Et puis, le puissant séisme qui a frappé mercredi dernier le centre de l'Italie a fait au moins 247 morts. Selon les secours, il n'est plus évident de retrouver des survivants. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est au Kenya depuis hier pour la 6e conférence nippo-africaine TICAD qui s'ouvre demain samedi, a reçu ce vendredi la visite de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'hôtel Radisson Blu de Nairobi, la capitale kenyane. Au centre des échanges, la coopération entre les deux pays. De coopération bilatérale, il en a été également question au centre de conférence Jomo Kenyatta où le président de la République Alassane Ouattara a eu des échanges avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de chefs de grandes entreprises japonaises intéressés par l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Et nous vous le disions, la 6e conférence nippo-africaine TICAD s'ouvre demain samedi à Nairobi au Kenya. Le président de la République Alassane Ouattara participe à ce sommet. Nous l'écoutons. C'est ma deuxième participation depuis mon élection, depuis 2010. Et le Japon et la Côte d'Ivoire ont toujours d'excellentes relations, des relations qui ont été très fortes, bien entretenues par mes prédécesseurs. Et je suis heureux d'être au Kenya, un grand pays, un pays que je connais bien. Et le président Uhuru Kenyatta est un ami de la Côte d'Ivoire, un ami à nous. Et je suis heureux d'être ici pour participer donc à cette réunion du TICAD 6. C'est la 6e édition. J'ai eu la chance de participer à 4 éditions sur les 6 dans d'autres responsabilités. Et je pense que le Japon fait beaucoup pour le continent africain. Ce serait bien qu'à l'occasion de cette rencontre, nous puissions donc échanger encore de manière plus approfondie sur la manière d'adapter la coopération aux besoins des pays africains. C'est la première fois que cela se fait sur le continent africain. Moi, je m'en réjouis et je félicite bien sûr le Premier ministre japonais, le gouvernement japonais. Et surtout, je voudrais dire un grand merci au président Kenyatta, au peuple kenyan de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de tenir cette session ici. Revenons en Côte d'Ivoire. 2 semaines d'instruction de haut niveau dans plusieurs modules, notamment l'armement, le tir, le combat, les transmissions et la défense d'une emprise pour répondre aux normes du standard onusien. Et voilà en substance ce qui a meublé l'emploi du temps de la compagnie ivoirienne de protection de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. C'est avec Hamza Diaby. La base française du détachement d'instruction lagunaire de Port-Bouët a accueilli dans la première semaine du mois d'août une section du 1er bataillon de commandos et de parachutistes, 2 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa et un peloton du bataillon blindé d'Akwedo pour un renforcement de capacité dans les domaines armement, tir, combat, santé, transmission, parcours IED, instruction tactique, contrôle de checkpoint, défense d'une emprise, avant d'être projeté pour la phase pratique au camp français de l'Homo Nord. Il s'est agi là de tester la capacité des chefs de groupe à commander leurs hommes lors d'une attaque ennemie et la réactivité des troupes combattantes, l'habileté des éléments à démonter et remonter leurs armes, des démonstrations d'évacuation sanitaire au combat, les transmissions au combat,
Tous ces modules qui, selon les instructeurs français, ont été bien assimilés au vu de la parfaite restitution des apprenants qui n'ont ménagé aucun effort durant ce stage. Après la visite d'inspection des experts de l'ONU en juillet dernier, la compagnie de protection de la MINUSMA, mise en place depuis 2013, est forte aujourd'hui de 150 personnes, continue de renforcer ses capacités et de s'entraîner avant sa projection très prochaine sur le théâtre des opérations au Mali. Nous vous le disions dans nos titres, les conducteurs de taxis communaux sont de plus en plus indisciplinés dans la commune de Cocody et même dans plusieurs autres communes du district d'Abidjan. Ces conducteurs de taxis indélicats utilisent les trottoirs et délaissant les voies qui leur sont réservées. Voici le constat de Dorine Kakoubla à Nigori. Boulevard Latry, du carrefour de la vie en passant par les deux plateaux jusqu'à Angré, se développe un phénomène. Il s'agit des taxis communaux qui roulent sur le trottoir, causant ainsi des désagréments aux usagers et aux piétons. Le trottoir appartient aux usagers, donc on doit mener une politique pour que vraiment tout le monde soit regardant là-dessus, pour qu'il y ait moins d'accidents. Et tant que vous êtes en train de marcher, puisque vous êtes dans vos droits, voilà, et le véhicule surgit, vraiment ça crée beaucoup de désastres. Il faut revoir un peu au niveau des chauffeurs de taxi. Je crois qu'il faut revoir aussi au niveau de nos moniteurs, au niveau des auto-écoles. C'est une question d'éducation, puis c'est une question aussi de prise de conscience. Parce que le trottoir, c'est fait pour les piétons. Ce n'est pas normal que les taxis roulent sur le trottoir. Quand ils roulent comme ça, il y a des gens qui passent. Ils peuvent les cogner. Face à cette situation, certains usagers préconisent que les autorités compétentes prennent des sanctions à l'encontre des taxis communaux pour que ce désordre prenne fin. Je souhaite que plus les autorités trouvent des sanctions, des répressions si possible, parce que les trottoirs sont faits pour les piétons. Si l'on ou bien le gouvernement même peut taper, les sanctionner ou bien les amender d'un prix vraiment très élevé, je pense qu'ils vont s'assagir. Les conducteurs de taxis communaux sont conscients de leur mauvaise conduite à l'endroit des piétons. Ils justifient leur attitude. Pas manque de voies. Lorsqu'il y a l'embouteillage, on ne sait même pas où il faut passer. Il faut créer les voies. Il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a pas de nouvelles voies. C'est par rapport à l'embouteillage, on fait ça. Pour aller rouler sur le territoire, c'est embouteillage. Si ce n'est pas embouteillage, là, normalement, on ne peut pas faire ça. Puisque nous, on roule, il n'y a pas la route. On construit beaucoup de routes. Vivement que quelque chose soit fait pour préserver la vie des piétons et pour éviter des accidents. Édition, le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement était en Côte d'Ivoire mercredi dernier. Il a initié une visite de terrain sur le plan de lagunaire d'Abidjan, le site de déchets toxiques décontaminés de Djibi Village sur la route d'Alépé. Vénance et Maniamien. C'est à bord d'un bateau de la Marine nationale que le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement a sillonné les différents plans d'eau lagunaires d'Abidjan. Eric Solheim, qui effectue sa première visite en terre ivoirienne depuis sa prise de fonction en juin dernier, dit être venu s'imprégner des actions du gouvernement pour préserver l'environnement. Nous allons donc aider la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'environnement. Nous savons que la Côte d'Ivoire a eu une croissance économique très rapide et nous voulons faire en sorte que l'environnement ne soit pas le grand perdant, mais plutôt que l'environnement puisse aussi bénéficier de toutes les performances économiques du pays. Après les plans d'eau lagunaires, le sous-secrétaire général des Nations Unies s'est rendu à Djibi Village dans la commune d'Abobo, cette localité où une quantité importante de déchets toxiques y avait été déversée en 2006. En se rendant sur ce site de déchets toxiques décontaminés, le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement veut s'assurer que le site a été effectivement décontaminé. Mon pays, la Norvège, a connu la même situation avec le même navire qui a déversé les déchets toxiques chez moi, en Norvège. Et c'est pour cela que nous voulons donc assister la Côte d'Ivoire pour permettre que toutes ces zones soient décontaminées et que les populations puissent recouvrer leurs terres et retourner à leurs activités normales. La dernière étape de cette visite a été le site du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ici, le sous-secrétaire général des Nations Unies a traduit sa satisfaction pour ce projet qui va donner un autre visage à la ville d'Abidjan.
La Côte d'Ivoire est engagée dans la reconstitution de son couvert forestier à travers le mécanisme RED+. Ce projet, pour résister au changement climatique, est au centre d'échange dans les régions pilotes. C'est le cas de Tumodi Léon Broukwame, RTI Boaké. Moins de 3 millions d'hectares, l'étendue actuelle du couvert forestier ivoirien, soit 90% de pertes en 50 ans. À l'origine, agriculture, urbanisation, exploitation minière et industrialisation incontrôlée. La déforestation donc contribue pour au moins 17% à l'émission de gaz à effet de serre, responsables, eux, du changement climatique et ses corollaires de sécheresse, inondations et baisse des productions. Explication du ministère de l'Environnement pour qui résister à ces phénomènes passe en partie par le mécanisme RED+. Il s'agit de faire l'agriculture zéro déforestation, c'est-à-dire une agriculture qui réconcilie la forêt avec les différentes spéculations que sont le café, le cacao, l'EVA. 4 régions pilotes pour la mise en œuvre de 2017 à 2022 du mécanisme RED+, San Pedro, Nawa, Ifou et Bélier. La présente séance de sensibilisation, une occasion pour les populations de Tumodi d'adhérer au programme, non sans s'informer sur les essences à reboiser et le mécanisme de paiement qui démarre dès 2022. Il y a donc une liste d'essences que nous allons très bientôt, en liaison avec le ministère de l'Agriculture, mettre à la disposition des populations. En même temps que la communauté internationale nous met à disposition des financements pour intensifier notre agriculture, il y a des revenus carbone qui seront encore reversés au pays. Et ces revenus-là seront mis à disposition à partir de 2022. Et le décret qui crée la Commission nationale RED+, prévoit un fonds national qui sera logé au ministère de l'économie, qui va donc répartir ce fonds entre le gouvernement, les populations, etc., etc. Ce fonds du programme d'investissement forestier, la Côte d'Ivoire en bénéficie pour son admission en qualité de pays pilote du mécanisme RED+, en mai 2015, après l'adhésion en 2011 de notre pays à ce programme. Léon Broukwame, de l'environnement, parlons de santé dans le cadre de l'opération Zéro hernie à Tiébissou. Nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire. 401 malades de la hernie seront soulagés grâce à une personne de bonne volonté. Plus de détails avec Kwadjo Kwabesh, RTI Boaké. 200 personnes malades de la hernie ont été opérées à l'hôpital général de Tiébissou. Cette opération de cure hernière et de soins gratuits au profit des populations de cette localité est l'œuvre du premier adjoint au maire et secrétaire départemental du RDR de Tiébissou, Ousmane Bamba. L'objectif de cette opération Zéro hernie pour Tiébissou est de procurer une bonne santé aux populations afin qu'elles puissent embarquer dans le train de l'émergence du pays. Ce sont 15 millions qui ont été déboursés pour la première phase de cette opération humanitaire. Actuellement, pas d'émergence économique. Mais sans personnes valides, on ne peut pas arriver à l'émergence. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait effectivement donner la santé à nos parents, les aider. Et grâce à une plateau économique, pour qu'on puisse faire la première tranche. Nous pensions opérer 200 malades pour revenir pour encore 200 autres malades pour opérer gratuitement afin que tous ces parents puissent avoir la santé et travailler correctement. Très heureux, les patients expriment leur joie et toute leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Vous traînez votre maladie depuis quand? Depuis 30 ans. Même ça fait que j'ai perdu maman. J'étais obligé de payer 10 000 francs parce que je n'ai pas funérailles. C'est la honte, c'est une maladie. Pas monter tout ça à mes amis. On m'a dit merci aujourd'hui, je suis libéré. Et que je profite de cette occasion pour dire merci à M. Ousmane Bamba et à toute la délégation qui l'accompagne. Il faut noter que la hernie inguinale est une grosseur sur la peau de l'aine, souvent lorsque l'intestin sort de sa position habituelle par un orifice de l'abdomen. Elle peut être présente à la naissance. Elle peut aussi se développer chez l'adulte, notamment chez les hommes, suite à des efforts répétés ou à certaines affections. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don d'une ambulance au centre de santé de Sério dans la localité de Gagnoa. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Honorine Kakoubla Anigori. Améliorer les conditions de vie des populations à travers des actions de développement. C'est à cet exercice que s'attellent depuis les cadres du département de Gagnoa et le président Alassane Ouattara. Récemment,
Par l'entremise du professeur Maurice Kakudi-Kahué, le gouvernement a fait don d'une ambulance au centre de santé de Sério, localité située à 35 km de Gagnoa. La nouvelle ambulance, qui est une récompense du chef de l'État, devra répondre aux besoins des 33 000 habitants des 7 villages que compose la sous-préfecture de Sério. Le 20 août dernier, le programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose, en partenariat avec les laboratoires Pfizer et l'ONG Light First, ont sensibilisé chez les populations de Bingeville sur les conséquences de la maladie du glaucome. Le but de l'activité est de lutter contre cette maladie en Côte d'Ivoire. Doigt de laser. Le glaucome, voleur silencieux de la vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 285 millions de personnes dans le monde présentent une déficience visuelle. 39 millions d'entre elles sont aveugles et 246 millions en baisse de l'acuité visuelle à cause du glaucome. Le taux de prévalence de la maladie en Côte d'Ivoire étant de 13%. Pour barrer la route à cette maladie sur le territoire ivoirien, le Programme national de la santé oculaire et l'ONG Light First ont offert gratuitement une séance de dépistage à la population de la commune de Bingeville. On peut donner les lunettes, mais il faut examiner d'abord les yeux. En aucun cas, on ne pourra dépister le glaucome, parce que la tension va exister dans l'œil, mais si on ne l'a pas mesuré à part des appareils, le patient ne présentant pas de signes ne saura jamais qu'il est en train d'avoir un glaucome débutant. C'est lorsqu'il y a une prise en charge précoce qu'on peut éviter la cécité, c'est-à-dire on peut éviter de devenir aveugle. Plusieurs personnes ont bénéficié de cette consultation ophtalmologique. Elles se disent satisfaites de l'opération. C'est parce qu'effectivement la population n'est pas sensibilisée qu'on voit qu'il y a un grand nombre de personnes qui perdent aujourd'hui la vue. Des enfants de 7 à 8 ans qui perdent la vue. Donc je pense que plus la population sera sensibilisée sur cette pathologie, plus elle sera armée pour pouvoir faire face à cette maladie. Le glaucome est la cause de plus de 5 millions de cas de cécité dans le monde. Le Programme national de santé oculaire et les partenaires de la santé publique multiplient donc la sensibilisation et les dépistages gratuits dans les communes d'Abidjan afin de prévenir la maladie. L'UNFPA et le ministère du Plan et du Développement ont remis divers matériels au Conseil des femmes émergentes de Divo, région du Lot-Djibois, valeur du don plus de 20 millions de francs CFA. Kwadjo Kwame, RT Boaké. Cérémonie de remise d'équipements aux associations féminines engagées dans la dynamique de réconciliation nationale. D'une valeur de plus de 20 millions, ces équipements sont composés de 2 tricycles, 3 broyeuses, 5 congélateurs, 10 glacières et 600 chaises. Pour la responsable du CEFELD, le combat porte sur l'autonomisation de la femme et la promotion de la cohésion sociale dans la région. Nous sommes une fédération d'associations, de plus de 100 associations de femmes. Nous travaillons plus pour la cohésion sociale et ensuite l'autonomisation des femmes. Nous allons aller de hameau à hameau pour parler de la paix, pour parler de la cohésion sociale. Selon la coordination du système des Nations Unies, le programme vulgarise la loi de 1998 portant sur le foncier rural, la participation des femmes et des jeunes à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits. En dépit des nombreux efforts consentis, a indiqué la délégation du ministère du Plan et du Développement, les efforts en faveur des femmes méritent d'être poursuivis en vue d'un développement économique et social harmonieux de notre pays. L'ANADER et le Conseil régional du Tonkwi viennent de signer une convention. Cette convention porte sur la stratégie de développement de cette région, nous dit Noël Nyagno. La région du Tonkwi, c'est dans l'ouest montagneux. Son président, Ouéimela Aimé Gaston, veut imprimer à cette région un développement inclusif, participatif et équilibré. Voilà qui explique la signature d'une convention. Avec l'ANADER, l'agent d'appui pour le développement rural, pour la conception d'un plan stratégique de développement. Le plan stratégique de développement permettra d'assurer la cohérence des investissements à réaliser sur l'ensemble de la région, d'avoir une meilleure lisibilité des programmes d'investissement. Mais au-delà, ce plan aura l'avantage d'assurer une meilleure adhésion des populations du Tonkwi
et des bailleurs de fonds à nos projets. Après la signature, la méthodologie d'approche déclinée pour coller à la finalité de ce plan stratégique est la boussole qui oriente l'investissement. La région du Tongbui, c'est 5 départements, Biankouman, Danane, Ma, Sipilou, Zongien, 613 villages, 9 communes pour une population estimée à plus d'1 million d'habitants répartis sur une superficie de 1200 km². La ville de Kwasi-Kwassikro, au centre de la Côte d'Ivoire, s'organise également pour son développement. Les jeunes de cette ville ont organisé une conférence sur la question. Département de Kwasi-Kwassikro, région du Nzi, 2 sous-préfectures pour 34 villages. Ces villages prônent le vivre ensemble, cher au cœur du président Alassane Ouattara. Thème choisi, cohésion sociale, moteur de développement durable. Conférence organisée par les jeunes en collaboration avec le Centre de développement communautaire. Conférence animée par Klakona, chef de cabinet du grand médiateur de la République. Il a insisté sur l'importance de la cohésion sociale dans la vie d'une nation. Le préfet Germain Nguessan-Kouakou a quant à lui expliqué que la paix et la cohésion sociale peuvent donner un coup d'accélérateur au développement local. Le vice-président du conseil régional du Nzi, Yao Kofi Jean-Paul, s'est réjoui du fait que sa région soit résolument engagée dans toutes les actions de sauvegarde de la paix. On ne peut pas aller à l'émergence sans un vrai pardon, sans une cohésion sociale forte. Je pense que c'est le message que j'ai à donner à mes parents. Si nous voulons aller à l'émergence, il faut que nous y allons ensemble. On ne peut pas créer plusieurs clans pour aller à l'émergence. Les populations ont quitté la salle en s'engageant désormais à œuvrer pour la paix et l'union entre les fils et filles de Kwasi-Kwassikro. Delphine Bla, l'amicale des cadres, des élèves et étudiants du canton Aïtou, département de Dembokro, a organisé le week-end dernier la 8e édition de ces activités socio-culturelles. Ces festivités ont regroupé les 16 villages de ce canton. Michel Digré. Nous sommes à 20 km de Dimbokro, à Abidji, chef-lieu de sous-préfecture. C'est ici que les cadres, élèves et étudiants du canton Aïtou se sont retrouvés pour célébrer le patrimoine culturel de cette communauté. Pour cette 8e édition dénommée Aïa 2016, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, et le ministre des Affaires étrangères, Mabry Touakeus, ont apporté leur soutien à ces festivités. Leurs représentants ont témoigné l'adhésion de leur mandant à ce rendez-vous socio-culturel. C'est le lieu pour moi de vous transmettre les sincères remerciements de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour le choix porté sur sa personne pour présider ces moments. Il me charge donc de vous manifester sa sympathie et ses encouragements pour les actions de développement que vous avez depuis longtemps initiées, vous cadres et enfants de cette zone de notre pays. Dans l'union et le travail, nous boosterons le développement du canton Aïtou, a promis Alou Ngouran Christophe, président de l'amicale. Un tournoi de football doté du trophée du président du Parlement ivoirien a mis fin aux festivités de l'Aïa 2016. Parlons maintenant de religion. Comme les années précédentes, la jeunesse nationale de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire a organisé à son siège de Williamsville sa traditionnelle retraite spirituelle. Thème abordé, ouvrier levant nom pour servir le Seigneur. Témoin pour RTI 1, Vénance Emmanuel. Au cours de cette retraite spirituelle où l'apôtre Yao Bio a par l'imposition des mains guéri et délivré plusieurs fidèles, la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire s'est consacrée loin de tous les tumultes de la société à la recherche du Seigneur par le jeûne et la prière. Lieu pour cette jeunesse venue des 4 coins de la Côte d'Ivoire de fédérer ses temples pour faire tomber les barrières d'éloignement ou de distance. Plusieurs séances de travail entre les différents responsables régionaux ont meublé la rencontre en vue de déterminer le poids des charges de chacun des leaders
apprendre à se connaître, renforcer leur foi et maintenir l'élan de solidarité qui a toujours fait le bonheur et la force de tous les fidèles. Nous avons pris l'initiative de rassembler la jeunesse dans son ensemble, de toutes les localités, de tous les départements possibles, afin que nous nous accordions sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu et qu'à ce titre-là, nous avons une action à mener véritablement à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Avec les différents messages que nous avons reçus, nous croyons que nous irons pour impacter nos différentes localités, nos différents secteurs, en annonçant la véracité de la parole de Dieu, ce qui est juste, ce qui est droit, selon la parole de Dieu. Les 4 jours de retraite au siège de Williamsville ont certes été faits de jeûnes et de prières, mais aussi et surtout de lectures bibliques et de moments intenses de délivrance par l'apôtre Yaoubio. Rendons-nous au Gabon où le président sortant candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, animait un meeting dans la capitale gabonaise, précisément à Vrombam sur la route du Cap. Le président candidat était attendu par plusieurs militants et sympathisants pour les entretenir et c'est ce qui a été fait. Dialogue politique national inclusif, c'est désormais ainsi qu'est appelé le forum qui se prépare en RDC sous la facilitation de Dema Kodjo nommé par l'Union africaine. Les délégués au comité préparatoire se sont penchés hier jeudi sur ce que devra être le dialogue à tenir dans une ville ou un pays à déterminer, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur le principal sujet de discussion, l'alternance politique soutenue par l'opposition congolaise. Le fils cadet du président congolais Denis Christel Sassou Nguesso est de nouveau visé par des accusations de corruption liées à l'exploitation des ressources naturelles de son pays. Selon une enquête, il aurait monnayé il y a une dizaine d'années l'obtention d'un permis d'exploitation minière au profit d'une entreprise australienne. Le puissant séisme qui a frappé mercredi dernier le centre de l'Italie a fait au moins 247 morts selon la protection civile italienne. Ce tremblement de terre est l'un des plus meurtriers de ces dernières années en Italie. Et selon les secours, il n'est plus évident de retrouver des survivants. Et puis nous revenons sur cette information avant de terminer cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est au Kenya depuis hier pour la 6e conférence nippo-africaine TICAD qui s'ouvre demain samedi, a reçu ce vendredi la visite de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'hôtel Radisson Blu de Nairobi, la capitale kenyane. Au centre des échanges, la coopération entre les deux pays, de coopération bilatérale. Là a été également question au centre de conférence Jomo Kenyatta où le président de la République, Alassane Ouattara, a eu des échanges avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de chefs de grandes entreprises japonaises intéressés par l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.